nos salaires, collectivement, ne peuvent pas augmenter de plus de 0,4%. Cette loi de 96 qui a été revue en 2017 nous pose énormément de problèmes. On ne peut pas négocier une part du gâteau un peu plus importante. Et là, ce n'est pas logique. Si d'un côté on encadre les salaires et de l'autre côté on n'encadre pas les dividendes, c'est logique que le gâteau évolue de manière plus inégale. Il y a des mois où c'est très compliqué, quoi. Les salaires et les dividendes en Belgique, c'est le règne du 2 poids 2 mesures. Un cadenas pour les uns et pas de limite pour les autres. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette Opinion CSC. Le salaire, c'est la contrepartie qu'on reçoit en échange du travail qu'on effectue. Mais où et comment se négocie-t-il? Qu'est-ce que l'index? Les avantages extra-légaux? On vous explique tout maintenant. De quoi est composé votre salaire? Tout d'abord, il faut distinguer le salaire brut du salaire net. Le salaire brut, c'est ce que paie le patron. Le salaire net, c'est ce que touche réellement le travailleur. Mais pourquoi le salaire brut indiqué sur votre fiche de paye n'est pas ce qui sera versé sur votre compte? Eh bien parce que plusieurs éléments sont automatiquement déduits. Tout d'abord, on déduit de votre salaire des cotisations sociales, 13,07% exactement. Les cotisations sociales, ça sert à financer la sécurité sociale. Cela vous permet de conserver un revenu si vous tombez malade, si vous vous retrouvez au chômage, si vous prenez votre pension, etc. La sécurité sociale finance aussi les soins de santé et elle protège de nombreux Belges contre la pauvreté. En plus des cotisations sociales, on déduit également de votre salaire un précompte professionnel. Ce précompte professionnel est une avance sur vos impôts. Il est fonction du barème salarial et du nombre de personnes à charge. Et les impôts alors, c'est quoi? Eh bien, c'est votre contribution individuelle aux dépenses d'intérêt général de l'État, comme les grands travaux, l'enseignement, la justice, le train ou la poste. Dans le calcul des salaires, on ne fait pas que retirer, on ajoute également. Par exemple, les travailleurs du secteur privé qui utilisent les transports publics pour se rendre au travail ont droit à une indemnité de leur employeur. On ajoute également les primes, comme la prime de fin d'année, les heures supplémentaires, les avantages extra-légaux. Par exemple, les chèques repas, les éco-chèques, la voiture de société ou le budget mobilité. Ces avantages non négligeables augmentent votre pouvoir d'achat. Néanmoins, il y a un inconvénient. Ils ne comptent pas pour le calcul de la pension. Qui détermine le montant des salaires? En Belgique, ce sont les employeurs et les syndicats qui négocient tous les deux les conditions de rémunération et de travail. Ces discussions se passent au sein des commissions paritaires. Une commission paritaire regroupe les entreprises exerçant des activités similaires. Elle est composée de représentants des employeurs et des représentants des travailleurs. On y discute notamment des conditions de travail, mais également des salaires. Il existe environ 180 commissions paritaires. Chaque secteur d'activité conclut ses propres accords sur le salaire minimum. Ces accords sont appelés conventions collectives et garantissent les mêmes règles et droits pour l'ensemble des travailleurs du secteur. En plus, en Belgique, il existe un salaire minimum interprofessionnel garanti. Cela signifie qu'aucune entreprise ou secteur ne peut payer un salaire inférieur à ce montant fixe, mais il est bien sûr permis de payer plus. Et l'index, c'est quoi? En Belgique, les salaires sont automatiquement indexés. Cela signifie qu'ils sont adaptés à l'augmentation du coût de la vie. L'index est calculé à partir du panier des ménages, un ensemble de milliers de produits et de services d'utilisation courante. L'adaptation automatique des salaires à l'index n'est pas régie par la loi, mais bien par des conventions collectives sectorielles ou d'entreprises. En résumé, dans notre pays, pour que les salaires augmentent collectivement, il existe deux mécanismes. Le premier, c'est l'indexation automatique des salaires. Le second mécanisme, ce sont les accords que l'on peut conclure entre patrons et syndicats. Ici, on va parler de salaire réel, car il ne s'agit pas uniquement d'une adaptation au coût de la vie. Il s'agit d'avoir réellement plus dans sa poche. Malheureusement, cette négociation ne se fait plus librement. Depuis 1996, elle est en effet cadenassée par une loi que l'on appelle la loi sur la norme salariale. Cette fameuse loi de 96 qui cadenasse les salaires, comment fonctionne-t-elle? Cette loi, elle va limiter les augmentations de salaire en Belgique par rapport aux augmentations de salaire des pays voisins, donc l'Allemagne, la France et les Pays-Bas. Tous les 2 ans, on a un rapport qui sort du Conseil central de l'économie, enfin du secrétariat en fait du Conseil central, qui va calculer justement cette marge d'augmentation. Donc c'est, si vous voulez, un pourcentage que les augmentations de salaire ne peuvent dépasser pour les 2 prochaines années à venir. Donc ici, on est en 2021, il y a un chiffre qui est sorti, c'est 0,4%, et ça veut dire que pour 2021 et 2022,
nos salaires, collectivement, ne peuvent pas augmenter de plus de 0,4%. Alors comment est-ce qu'il est calculé ce pourcentage? Première chose, c'est qu'on va en fait voir quelles sont les prévisions d'augmentation de salaire en Allemagne, en France et aux Pays-Bas. Ça, c'est la première chose. Donc par exemple, si on estime que les salaires dans ces 3 pays vont augmenter en moyenne de 5%, eh ben, ça va être le premier chiffre qui va être mis dans le logiciel. Ensuite de ce chiffre-là, on va soustraire l'indexation automatique des salaires. Donc si on a 5% d'augmentation dans les pays voisins et on va dire une prévision de 3% d'indexation, ça veut dire qu'il nous reste 2%, 5 moins 3, pour augmenter nos salaires. Depuis la révision de la loi sous le gouvernement Michel, c'est que de ces 2%, on va encore soustraire un terme de correction et une marge de sécurité qui vont encore en fait diminuer le pourcentage possible des augmentations de salaire. Alors cette loi, elle est fondamentalement problématique. Première critique, c'est la logique économique de la loi. Le fait que, soi-disant, si on a des salaires trop élevés, nos exportations vont être moins importantes et notre croissance économique moins importante, en fait, ce n'est pas empiriquement avéré. Ce n'est pas quelque chose qui tient la route. Et donc cette logique-là, elle est tout à fait critiquable. Deuxième gros écueil de la loi, c'est cette question qu'elle va augmenter les inégalités sociales. Donc cette loi, comme elle empêche nos salaires d'augmenter au moins aussi rapidement que la croissance économique, si vous voulez, elle a pour conséquence que la part du gâteau qui va aux travailleurs ne cesse de diminuer et la part du gâteau du coup, qui va aux actionnaires ne cesse d'augmenter. Et donc elle crée des inégalités sociales, aussi entre travailleurs, entre ceux qui ont le pouvoir de négocier individuellement leur salaire et donc en fait de dépasser la marge, et ceux qui sont obligés d'attendre ce qui est négocié collectivement et qui eux doivent respecter la marge. Et puis troisième chose, c'est le logiciel qui est truqué, donc la manière de calculer le pourcentage de marge, il est injuste. Parce qu'il ne prend pas en compte une série de choses, notamment ce qu'on appelle les subventions salariales. Donc, c'est des subventions que les employeurs reçoivent de l'État pour créer de l'emploi. Et les employeurs sont en Belgique massivement subventionnés par l'État, beaucoup plus que dans les pays voisins. Et ça, on fait comme si ça n'existait pas dans le logiciel. On ne prend pas en compte la productivité. Donc, dans la loi, on prend en compte que combien coûte un travailleur, mais pas combien est-ce qu'il produit. Or, en Belgique, on a une productivité qui est meilleure que dans les pays voisins. Et ça, on fait aussi comme si ça n'existait pas. Et donc, ça diminue encore le pourcentage d'augmentation de salaire possible. Et voyons sur le terrain, comment se passent les négociations salariales en entreprise avec des délégués CSC? Par rapport à la fameuse loi 1996, il est clair qu'aujourd'hui, on est réellement enfermé dans un carcan et on ne sait pas discuter, tout simplement. Et encore, depuis 1996, on avait la possibilité de négocier parce que la norme était une norme indicative. Depuis 2017, cette norme est devenue impérative. Donc là, on est clairement bloqué. Ça bloque clairement la négociation. Cette loi de 96 qui a été revue en 2017 nous pose énormément de problèmes. On va être limité dans notre négociation. La liberté que nous avions dans le passé, malheureusement, nous ne l'avons plus. Aujourd'hui, malheureusement, il va falloir être inventif. Qu'est-ce que l'on essaye de faire? On essaye de trouver des alternatives, c'est-à-dire des leviers, pour pouvoir combler ce manque à gagner. On va tout faire pour essayer d'aller au-delà de ce qui est possible. À partir du moment donné où on est bloqué avec cet accord, on n'a pas énormément de possibilités devant nous. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est d'aller vers de l'extra-légal ou de regarder des plans à long terme avec les directions, avec les employeurs. Et pour y arriver, nous ferons en tout cas le maximum pour que nos travailleurs soient satisfaits quand même du travail effectué par les délégations syndicales. Il faut savoir aujourd'hui que c'est une loi, non pas de compétitivité, mais bien une loi de blocage de salaire. Alors qu'aujourd'hui, même dans les secteurs qui fonctionnent, qui rapportent beaucoup de sous, eh bien, on ne peut pas négocier une part du gâteau un peu plus importante. Et là, ce n'est pas logique. Alors que les dividendes, par contre, des actionnaires, lui, est toujours distribué et ne cesse d'augmenter. Quand on est face au patron et qu'il y a une loi qui est clairement faite pour lui, eh bien évidemment, il se retranche derrière en disant oui, mais c'est la norme. Aujourd'hui, on ne peut négocier que X, 0,4% par exemple. Et si on va au-delà de cela, eh bien ce sont des sanctions et autres, des pénalités, et ça on n'en veut pas. Nous on respecte la loi, ça c'est une loi faite pour les patrons. Nos augmentations salariales sont plafonnées par cette loi de 96. Mais qu'en est-il des dividendes versés aux actionnaires ? Lorsqu'on regarde l'économie d'un pays, on regarde souvent le PIB. Et le PIB, si on veut être un peu schématique, c'est une sorte de gâteau qui grandit d'année en année.
c'est les richesses qui sont produites. Et ces richesses, elles se partagent entre deux acteurs de production, le facteur de production, le capital, donc les actionnaires, ceux qui investissent dans les entreprises ou voilà, dans le pays, et on a aussi le travail et les travailleurs. Et donc le gâteau se répartit typiquement entre le capital et le travail. Alors le gâteau il grandit d'année en année, mais la répartition, elle est toujours plus inégale. Donc si en 1996 il y avait 63 ou 64% du gâteau qui allait aux travailleurs, aujourd'hui on est plutôt à l'ordre de 56-57%. Et donc le gâteau grandit, mais le morceau de gâteau qui va aux travailleurs est de plus en plus petit. C'est la base et le fondement de l'analyse des inégalités qu'on fait aujourd'hui en Belgique, mais aussi dans le monde en général. La répartition dans le gâteau entre capital et travail et son évolution, elle dépend de beaucoup de facteurs. Et donc la loi de 96 est un des facteurs qui influence l'évolution du gâteau entre capital et travail. Pourquoi? Parce que la loi de 1996, elle détermine, et aujourd'hui de manière très rigide, la manière dont les salaires vont évoluer. Si la loi dit c'est 0,4% et rien de plus, et on sait que le morceau entre capital et travail va évoluer probablement pas dans le bon sens, surtout si les actionnaires, eux, peuvent avoir des dividendes de manière illimitée et pas du tout encadrés. Donc si d'un côté on encadre les salaires et de l'autre côté on n'encadre pas les dividendes, c'est logique que le gâteau évolue de manière plus inégale. Alors, la loi de 1996, elle est appliquée quasi uniquement sur les salaires, mais ce qui est intéressant dans cette loi, c'est qu'il y a aussi un autre article qui s'attaque en théorie à d'autres types de revenus, dont potentiellement les dividendes. L'article sur le gel des dividendes, par exemple, n'a jamais été appliqué. Et c'est potentiellement parce qu'il n'y a pas de volonté politique pour le faire. Alors la loi de 1996, elle a un impact fort sur les salaires. Et donc on remarque que entre 1996 et aujourd'hui, les salaires ont évolué de plus 10% en réel en Belgique par emploi. Donc les salaires ont augmenté en moyenne pour un job, ça a augmenté de 10% la rémunération de manière réelle. Donc si j'enlève l'effet des prix. Au même moment, si je regarde le niveau des dividendes distribués aux ménages en Belgique, un dividende à un ménage moyen, donc évidemment, ce n'est pas tous les ménages qui reçoivent des dividendes, mais ceux qui en reçoivent, ceux qui ont reçu les dividendes, c'est x2 sur la même période. Et donc on voit très clairement que la loi a un impact fort sur la contrainte sur les salaires, alors qu'elle n'a pas de contrainte, dans les faits, sur les dividendes. Et on pourrait renverser le truc, on dit, au lieu de l'appeler la loi sur les salaires, donc la loi qui brime les salaires, c'est en fait une loi qui mécaniquement favorise les dividendes, donc une loi pour les actionnaires. C'est une image pour expliquer une réalité un peu plus complexe que ça. Et dans les pays limitrophes, comment ça fonctionne? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de comparer nos salaires avec ceux des pays voisins? Si on se base sur des chiffres officiels d'Eurostat, c'est-à-dire l'organisation statistique européenne qui calcule l'évolution des salaires de la même manière entre les différents pays, on constate effectivement qu'en Belgique, que l'on prenne 2010 comme base de comparaison, ou 2014, le début du gouvernement Michel, eh bien, on constate que les coûts salariaux ont augmenté en Belgique moins vite que chez nos trois principaux concurrents commerciaux, c'est-à-dire les Pays-Bas, l'Allemagne et la France. Donc il y a là un constat qui est sans appel, qui n'est pas contestable, parce que la méthodologie est exactement la même d'un pays à l'autre, ce qui n'est pas nécessairement le cas des calculs faits par le Conseil central de l'économie, qui a sa propre méthode pour calculer l'évolution des coûts salariaux. Ce qui est clair en tout cas, c'est qu'il n'y a pas de lien automatique entre hauteur des coûts salariaux et je dirais performance économique et performance à l'exportation. Prenons l'exemple de la Suisse qui a des salaires très très élevés. Ça n'empêche pas ce pays d'exporter à la fois des services, mais aussi des biens industriels. Donc de plus en plus, je pense que la compétition se joue sur les talents et sur les produits. J'aime bien donner l'exemple suivant. On lit dans la presse économique très régulièrement un certain nombre d'entreprises wallonnes qui connaissent des succès importants. On pense par exemple à Odoo en matière de gestion, mais il y en a beaucoup d'autres. Aucun de ces dirigeants d'entreprises qui performent sur le marché national et sur le marché international, aucun de ces dirigeants d'entreprise ne met la question des coûts salariaux comme problème. Leur problème aujourd'hui, c'est de trouver des talents, de trouver des personnes compétentes. Donc il faut vraiment ici
regarder les choses sans visière idéologique et certainement pas avec des a priori du type coût salarial élevé égale piètre performance économique ou piètre performance à l'international. Se loger, se nourrir, se chauffer coûte de plus en plus cher. Les salaires en Belgique permettent-ils de vivre dignement? Cette question, nous vous l'avons posée. Oui, les salaires sont nettement trop bas. Il y en a même qui parlent de survivre au niveau de ma famille, au niveau des amis et tout. Donc, ouais, vraiment, ils ont du mal à jouer les deux bouts, même s'ils ont un bon travail. Il m'arrive parfois d'arriver en fin de mois et d'être trop juste. Donc, je peux me fier au salaire aussi de ma compagne. Parce que moi, j'ai cette chance-là d'être à 2 dans mon foyer. Maintenant, tout le monde n'a pas cette possibilité-là. Il y a des mois où c'est très compliqué, quoi. Très compliqué de payer les factures et de se faire plaisir. En fait, c'est pas possible d'associer les deux souvent. Donc voilà, moi je touche 1 200 € par mois avec un loyer de 610 € et je vis toute seule. Donc déjà, puis si on décompte toutes les autres factures, ça devient très compliqué. Très compliqué. Moi, j'ai la chance de travailler dans une société où on a énormément d'avantages en nature, des avantages du sursalaire et des choses comme ça. Le salaire de base, la commission paritaire de l'eau minérale, ça ne vend pas du rêve, puisque moi j'ai commencé en métallurgie évidemment, donc la différence. Mais par contre, là, on a beaucoup de choses à côté qui font qu'on n'a vraiment pas mauvais. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Je sais bien qu'il y a des gens qui ont le minimum barème et point. Et ça, la vie, elle n'arrête pas de coûter de plus en plus cher, les carburants augmentent, l'énergie augmente à crever en ce moment, et eux, ils ont que ça. En tant que petite ouvrière de titre-service, à l'heure actuelle, en 2021, mon salaire brut horaire dépasse à peine les 12 €. Et voilà, c'est pas suffisant. Enfin, c'est pas suffisant pour pouvoir vivre, payer un loyer, payer une voiture, payer les charges, payer la nourriture, payer tout ce qui est médical, payer pour les enfants. C'est très compliqué. Maintenant, je suis à temps partiel aussi, donc j'ai aussi fait le choix de travailler moins pour m'occuper de mes enfants. Mais c'est vrai que si les salaires étaient un peu plus élevés, ça permettrait de faire d'autres choses. J'ai un collègue qui fait énormément d'heures, environ 36 heures dans la semaine, et qui, lui aussi, malgré que sa femme travaille, a aussi beaucoup de difficultés en fin de mois parce qu'ils travaillent les deux en titre-service. Et du coup, cumuler 2 temps plein et l'éducation des enfants devient très compliqué. Ce serait plus intéressant d'avoir un salaire de base plus élevé et moins d'avantages extra-légaux pour que tout le monde ait droit à ce même bonus. Finalement, plutôt que certains, comme moi, qui ai la chance d'être dans une boîte qui se porte très bien, donc on a plein de trucs, vis-à-vis de gens qui sont dans l'agroalimentaire aussi, mais où ça se porte beaucoup moins bien, et ils ont ric-rac le minimum et tiré votre plan. Pour conclure cette émission, nous avons donné la parole à Marie-Hélène Ska, secrétaire générale de la CSC. Elle nous dit ce que pense la CSC de cette loi de 96 et quelles sont nos propositions pour en sortir. La loi de 1996, elle prévoit qu'on se compare en Belgique avec l'Allemagne, la France, les Pays-Bas pour ce qui est de la formation de nos salaires. C'est une base qui nous permet de négocier tous les 2 ans et de savoir qu'on doit rester plus ou moins dans les mêmes gammes d'augmentation salariale que nos pays voisins. En 2017, le gouvernement a décidé d'aller un pas plus loin et en disant que désormais les salaires en Belgique, globalement, pour l'ensemble de l'économie, ne pourraient pas augmenter plus que les salaires dans nos pays voisins. Pour prendre un exemple, ça veut dire que si les salaires augmentent de 0% dans nos pays voisins, il n'y a aucune augmentation salariale possible en Belgique. Et ça, c'est vraiment le contraire de la liberté de négociation des salaires. Ça ne prend pas du tout en compte le fait que dans certains secteurs, on manque de bras et donc même les employeurs sont demandeurs de pouvoir mieux rémunérer leurs travailleurs. Ça ne prend pas en compte non plus le rapport de force à l'intérieur des secteurs ou des entreprises, là où on peut négocier. Et donc c'est quelque chose de purement mécanique. C'est noir ou c'est blanc. Et ça, évidemment, ça n'est pas la réalité du monde du travail d'aujourd'hui. Donc c'est ce carcan que nous contestons. C'est une première grosse critique que nous avons sur la loi. Et puis nous avons une deuxième grosse critique sur la loi, c'est que nous pensons qu'on compare des pommes et des poires aujourd'hui. Les entreprises ont reçu ces dernières années pas mal de diminutions de cotisations de sécurité sociale qui ont fait baisser leurs coûts. Et aujourd'hui, le gouvernement dit, eh bien, on ne tient pas compte de tout ça. Et même si les entreprises ont reçu beaucoup, eh bien, l'évolution des salaires, elle doit rester strictement limitée. Et donc, c'est du 2 poids 2 mesures.
les dividendes peuvent continuer à augmenter, le prix des loyers, le prix des maisons augmente encore de 4 à 5% par an, mais le prix des salaires, c'est-à-dire du revenu, de l'essentiel des travailleuses et des travailleurs de ce pays, lui ne peut pas bouger. Et donc ça, ces deux éléments-là, le fait de comparer des pommes et des poires et le fait d'avoir une loi purement mécanique sont deux éléments qui sont impossibles pour nous comme organisation syndicale. La loi date de 1996, historiquement, mais certaines fédérations patronales ont toujours dit qu'avant 1996, nos salaires n'étaient déjà plus alignés sur ceux de nos pays voisins. Ce que les employeurs ne disent jamais, c'est avant 1996, ça veut dire qu'on démarre quand ? Est-ce qu'on démarre au Moyen-Âge? Est-ce qu'on démarre au début de l'ère industrielle? Est-ce qu'on démarre au début du XXe siècle? Ça, personne ne le sait. Et donc, ils ont créé de toutes pièces un mythe sur un dérapage salarial qui se serait produit, un peu comme un tremblement de terre, avant 1996, et que toutes les générations à venir devraient rattraper. Comme on dit habituellement chez nous, il y a toujours bien une pièce à mettre au trou. Il faut toujours bien un argument pour empêcher les salaires d'évoluer. Et donc nous contestons cette idée qu'il y ait un écart, un handicap, comme ils le disent, historique. Alors nous ne le contestons pas simplement sur le principe, nous l'avons aussi chiffré. Et nous regardons que si nous prenons en compte l'évolution des salaires et la manière dont nous produisons, ce qu'on appelle généralement la productivité, là, nous avons même plutôt un écart positif, donc nous sommes meilleurs que nos voisins. Et donc ça, c'est un point qui est difficile à avaler, c'est une pilule qui est difficile à avaler pour les employeurs. Donc plutôt que de se bagarrer inutilement sur des plus 1%, moins 1% d'un écart qui aurait été creusé quelque part avant 1996, nous disons arrêtons avec ce discours-là, construisons des bases solides de comparaison, et sur cette base-là, négocions librement les salaires. Alors nous avons trois grandes revendications. La première, c'est de pouvoir négocier librement les salaires. L'Organisation internationale du travail dit que les salaires doivent être négociés librement par les organisations patronales et les organisations syndicales. Donc nous ne sommes pas contre le fait de nous comparer avec nos voisins, mais nous disons que ça doit être une base, une indication pour la négociation. Donc c'est une première demande forte que nous avons, laissez-nous négocier. Et nous appuyons cette revendication sur un argument qui est que depuis 1996, chaque fois qu'il y a eu des marges indicatives qui ont été discutées, qui ont été mises en œuvre ou proposées par le Conseil central de l'économie, qui doit calculer ces éléments-là, jamais nous ne les avons dépassés. Donc dire que s'il n'y a pas quelque chose de contraignant, nous sommes des acteurs irresponsables, c'est quelque chose qui ne tient pas la route. Donc nous demandons, première revendication, de pouvoir négocier librement les salaires. Deuxièmement, nous disons que nous voulons bien nous comparer avec nos voisins parce que nous pensons que c'est pertinent. C'est une manière aussi de savoir un petit peu quelle est la température dans les pays voisins. Mais nous disons que nous devons le faire sur une base qui est une base claire et comparer des pommes avec des pommes. Et donc nous demandons à ne pouvoir nous comparer sur base du coût salarial horaire. Ce qui veut dire qu'on ne tient pas compte du nombre d'heures par semaine que l'on travaille dans un pays. Est-ce qu'on travaille plus que chez nous ou moins que chez nous? Qu'on ne discute pas de savoir s'il y a eu des diminutions de cotisations de sécurité sociale ou des subventions qui ont été accordées aux entreprises. On regarde le coût réel pour l'employeur par heure prestée. Et ça, c'est une base qui nous semble être une base intéressante. Et puis la troisième grande revendication que nous portons, elle est de dire on peut concevoir qu'il y ait de la réglementation autour des salaires, que l'on compare avec les voisins et puis que l'on puisse négocier au niveau interprofessionnel dans un secteur et dans une entreprise. Mais alors nous demandons aussi une régulation des autres prix. J'ai évoqué tout à l'heure le prix des loyers et de l'habitat. Si les prix continuent à augmenter beaucoup plus fort que d'augmenter les salaires, ben bientôt une génération entière ne pourra plus se loger. Nous voyons que les dividendes, crise financière ou pas crise financière, crise Corona ou pas crise Corona, ont continué à augmenter. Et donc ce deux poids deux mesures entre ce que l'on peut négocier comme organisation syndicale pour augmenter le salaire et donc le revenu disponible des travailleuses et des travailleurs et l'évolution des autres revenus, eh bien, il ne peut pas y avoir ce deux poids deux mesures. Donc vraiment, ça, ce sont les trois balises que nous mettons pour réécrire finalement une nouvelle loi
qui alors devrait avoir une base zéro, sans écart historique à la hausse ou à la baisse, en 2021 ou en 2022. Donc au jour d'aujourd'hui, une loi pour les négociations d'aujourd'hui et de demain. Nous avons interpellé les partis politiques. Beaucoup nous ont dit, oui, on comprend, on est sans doute allé un pas trop loin, oui, c'est vrai que c'est trop rigide, etc. Nous avons donc demandé, donc vous allez changer la loi. Ils nous ont dit, ah, ça c'est compliqué. Donc, puisque c'est compliqué pour les partis, nous avons décidé, et nous sommes en train de le faire maintenant, de faire le tour des parlementaires pour leur dire quels sont les points que nous voulons voir changer et leur demander s'ils veulent bien jouer leur rôle de parlementaire, c'est-à-dire de déposer des propositions au Parlement pour faire changer cette loi. Donc ça, c'est ce que nous sommes en train de faire pour l'instant. Nous le faisons avec l'ensemble des organisations syndicales parce que c'est une revendication qui touche l'ensemble du monde du travail, donc c'est important pour nous. Et nous ferons le point fin 2021 pour voir un petit peu comment nos parlementaires se situent entre une discipline de parti et puis la réalité du monde du travail telle qu'elle est aujourd'hui. À ce moment-là, soit des propositions peuvent être déposées au Parlement, soit nous devrons revenir vers le gouvernement en réinsistant et donc en mobilisant autour de cet enjeu-là. Parce qu'une chose est certaine, c'est qu'en 2022, quand il faudra à nouveau négocier les prochaines évolutions salariales, nous savons que nous ne pourrons pas le faire dans le cadre de la loi telle qu'elle est maintenant. Donc voilà, nous sommes en route sur le terrain. Et je dois dire que les contacts que nous avons jusqu'à présent avec les parlementaires sont d'une grande écoute. Donc maintenant, nous leur demandons de faire le dernier pas, celui qu'il faut, c'est-à-dire de déposer des textes et de pouvoir les voter. Et nous ferons savoir aussi qui a voté et comment les uns et les autres ont voté. La démocratie, c'est ça, c'est faire confiance, c'est élire des représentants et puis c'est aussi leur demander des comptes. C'est ici que termine notre émission. Vous pouvez la revoir sur Ovio et sur les différents médias de la CSC. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt.